Voilà, bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien, bienvenue dans la nouvelle version de ces ateliers parce que en cette période tumultueuse de Covid, eh bien, on ne sait pas se rencontrer, donc on est obligé de travailler comme ça. Alors, c'est tout nouveau pour moi, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça devant une caméra. Si vous avez des conseils, des remarques sur la présentation, eh bien, elles sont les bienvenues et ça permettra de m'améliorer la prochaine fois. Alors, bonsoir Audrey, bonsoir Jean-Baptiste, Darkianche. Et donc, voilà, donc on va parler de la consoude et principalement on va parler de la réalisation du baume de consoude. Donc la consoude, ça a énormément de propriétés médicinales et si vous voulez des réponses précises sur les... bonsoir à Cécile et bonsoir à Céline. Donc, si vous voulez des réponses précises sur les propriétés médicinales de la plante, je vous conseille de les poser par écrit, vous les poser pendant la discussion ou après, parce que nous avons deux spécialistes dans les plantes qui vous répondront avec beaucoup plus de précision. Moi, je me contente en général de faire la préparation de la cuisine. Donc, voilà. Alors... Donc, nous allons commencer par vous montrer ce avec quoi on va travailler. Donc, on va travailler avec des racines de consoude. J'ai déterré les racines ce matin. Donc, je sais où elles sont dans le jardin parce que l'été passé, j'ai mis des petits piquets à chaque plant de consoude pour savoir où la déterrer. Donc, vous voyez, il y a une grosse racine et... on voit encore de temps en temps quelques feuilles. Donc, ici, c'est tout un imbroglio de racines et tout ça. Voilà, c'est donc avec ça qu'on va travailler. Donc, on va prendre les racines, on va utiliser la partie qui est la plus grosse, on va utiliser ça. Les autres, vous pouvez les ressemer. Si vous voulez des pousses de consoude. Bonjour Marie-Paul, bonjour Véronique. Donc si vous voulez des pousses de consoude, eh bien je peux vous en donner sans aucun problème. Alors c'est la consoude officinale, ce n'est pas la consoude de Russie. Je l'ai plantée celle-là mais elle ne s'est pas plus chez moi, donc est revenue la consoude officinale. Donc vous prenez cette racine, vous la lavez et voilà. Vous avez votre consoude lavée. Voilà, les petits tronçons de racines qui ont été lavés et nettoyés. Alors, pour ça, on va... J'ai oublié quand même quelque chose. Désolé. Voilà. Pour ça, on va utiliser, moi je préfère utiliser un économe, donc c'est ce bazar-là. Mais vous pouvez aussi utiliser un éplucheur, c'est ce bazar-là. Ou alors vous utilisez un économe et un éplucheur, c'est comme vous voulez. Donc on prend les racines, on garde bien la partie noire. Donc vous en faites... L'économe, ça permet d'avoir des très fines tranches, donc une très grande surface de contact entre la racine et l'huile qu'on va utiliser. Parce que si on coupe, voilà, on peut commencer comme ça. C'est laborieux, mais on s'y fait. Vous pouvez le faire sur une planche à découper. C'est à peu près que vous pouvez le faire à la mandoline, vous pouvez le faire à la râpe. Le principal est d'avoir plein de petites
plein de petits morceaux pour avoir un grand contact entre les racines et l'huile. Voilà. Alors, bonsoir Marie-Claude. Bon, salut Mara. Merci de regarder mes préparations. Alors, ça colle. Si vous avez déjà cuisiné des salsifis, vous saurez ce que c'est quelque chose qui est mucilagineux. Donc, c'est très important parce que tout ce qui est mucilagineux, je crois, c'est bon pour la toux, pour la gorge. Dans les plantes comestibles comme le plantain, ben, c'est très bon pour épaissir un potage. Ben, voilà, ça colle de partout. Alors quand vous en avez marre, tu peux me donner une planche quand vous en avez marre, eh bien, de râper comme ça, vous prenez le petit couteau et vous faites des petites tranches. Maintenant, voilà. C'est aussi très facile à faire sur une planche. Bon, en cuisine, je crois que ça s'appelle en julienne. Enfin, vous coupez tout fin, tout fin, tout fin, le plus fin que c'est possible. Voilà, et hop, là-dedans. Alors, vous prenez une autre racine. Vous pouvez utiliser l'éplucheur. Voilà, c'est la même façon de préparer n'importe quelle racine. Si vous voulez faire des lactofermentations, c'est exactement la même chose. Voilà, sur une planche, c'est plus facile. La mandoline, ça va aussi. La râpe à légumes, tout est bon. Voilà. Alors, les racines, c'est une préparation, bon, ici ça ne va pas, donc on reprend le couteau. C'est une préparation qui se fait exclusivement, enfin non, pas exclusivement, principalement en hiver. Parce que c'est à ce moment-ci que la racine, la plante, a accumulé toutes ses réserves pour au printemps sortir des tiges, des fleurs et tout ça. Donc c'est maintenant que les racines sont les plus riches. On peut faire ce baume avec des racines en été, mais on aura beaucoup moins de principes actifs dans les racines. On peut le faire aussi, je crois, avec des feuilles, mais la meilleure façon de le faire, c'est en hiver, quand il n'y a plus de feuilles, décembre, janvier, février. Voilà. C'est une plante qui est très mellifère. Vous allez voir plein d'abeilles qui sont accrochées à ces plantes. Vous allez voir aussi plein d'abeilles sauvages, des osmies. Voilà. Alors, ça colle. Hein, ça, j'ai les doigts qui collent. C'est vraiment désagréable à travailler. Salut Fabienne, Martine et Marie-Claude. Voilà, je vous répète que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pascaline ou Fabienne répondront avec beaucoup plus de précision que moi sur les vérités. Il y a quelqu'un qui essaie de me téléphoner et voilà. Donc ce sont les aléas du direct et je ne sais pas comment éviter ce genre de petits problèmes. Donc voilà, je vais arrêter de peler ici. Donc on va ramasser tout ça. Ça colle, ça colle, ça colle. C'est profondément désagréable. Si vous m'excusez 10 secondes que j'aille me laver les mains parce que ça colle dans tous les sens ici et on ne sait pas travailler comme ça.
petite casserole. Voilà, je suis de retour. Alors on va continuer. Vous allez prendre une casserole, un poêlon, n'importe quoi, et on va transférer tout ce qu'on a préparé. Bon, vous pouvez utiliser une corne, c'est un ustensile de boucherie ou de boulangerie. Ça s'appelle une corne, c'est très facile. Donc, vous remplissez votre casserole, ici, votre petit poêlon. Moi, j'utilise un petit poêlon. Et c'est important. Voilà, on tasse. Alors, tout ceci, c'est fini. On n'a plus besoin. Ça, on n'a pas encore besoin. Alors, une fois que vos racines sont tassées dans la casserole, on les couvre avec de l'huile d'olive. Voilà, huile d'olive bio, première pression à froid. Voilà, et on va couvrir la préparation. Alors, grosso modo, ici, on peut, moi j'ai utilisé, dans la préparation que j'ai utilisé 400 g de racines et 800 g d'huile d'olive. Voilà, donc on tasse un petit peu, donc tout doit être recouvert, hein. Donc la racine doit être, vous voyez, l'huile doit recouvrir complètement les morceaux de consoude. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, on met à chauffer. Donc, vous avez le gaz ici, vous me voyez là, voilà. Donc, on va mettre à chauffer. Voilà. On va mettre à chauffer et il est judicieux de surveiller un petit peu la température parce que le chauffage, on doit arriver à 98-99 degrés. Dès qu'on voit les premières petites bulles apparaître, on arrête et on laisse reposer. Donc il faut, moi ce que je fais, voilà, ce sont des petits thermomètres qu'on utilise dans notre savonnerie. Et alors, une planche en bois ou une cuillère en bois, et voilà, on met ceci dedans pour mesurer la température, comme ça, on sait. Donc, mais vous pouvez rester devant votre casserole et vous regardez, au frémissement, on arrête. Et alors, on arrête, on couvre la casserole et on la laisse reposer jusqu'au lendemain. 24 heures, une nuit ou 24 heures, c'est un petit peu, on ne dépasse pas 24 heures. Voilà, donc je vais mettre ça dans la casserole. Mais ça va déjà trop vite là. C'est trop qu'on va mettre, la répartition est plus uniforme de l'autre côté. Donc, je vous répète bien, on remplit la casserole avec les morceaux de racines râpées, moulues, n'importe quoi, du moment qu'elles sont en petits morceaux et qu'il y a une grande surface de contact entre elles et l'huile d'olive. Alors vous couvrez d'huile, vous mettez dans une casserole et vous apportez à ébullition, à frémissement. Donc juste avant l'ébullition, quand vous voyez les premières bulles, vous arrêtez. Vous arrêtez, vous couvrez et vous laissez refroidir jusqu'au lendemain. Alors, le lendemain, eh bien, vous allez reprendre la casserole, voilà, celle d'hier, qu'on va là, j'ai 37 degrés et ici, j'en ai
on va la faire réchauffer. Alors, pendant que ça chauffe, eh bien, je vais vous parler un petit peu de la plante en elle-même, de ses propriétés. Voilà. Donc, la consoude, Symphytium officinale, la consoude officinale. Il y a des consoudes, la consoude de Russie, qui est une consoude qui ne se propage pas, qui n'est pas fertile. Ici, c'est une consoude qui se propage, qui se propage dans le jardin, c'est bien. Voilà, consoude, ça vient de consolidare en latin. Donc, consolider, affermir. Donc, si je lis un texte, c'est parce que la partie herboristerie, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est la cuisine. Donc, je lis ici pour ne pas faire trop de fautes. Toutes les questions que vous avez à poser, ben, vous les posez par écrit. Fabienne ou Pascaline vous répondront de façon beaucoup plus précise que moi. Donc, la consoude, ça consolide, ça affermit, ça cicatrise grâce à une teneur importante en allantoïne. Ça accélère la guérison de tous les problèmes aux muscles, aux ligaments, aux os, aux tendons, aux articulations. Voilà. À votre. Alors une plante herbacée, donc les feuilles alternes. Je vous ai dit, les feuilles, c'est une feuille qui a inventé le velcro. Donc, à la partie inférieure de la feuille, il y a des petits poils qui sont en crochet. Donc, vous prenez deux feuilles, vous les mettez la partie inférieure l'une à l'autre, ça tient ensemble. Alors, vous trempez ça dans une pâte à beignet et vous portez ça à Santé Marie-Paul. Oui, c'est une tisane aujourd'hui. Donc, vous trempez ça dans une pâte à beignet et puis vous le cuisez à la poêle. C'est vraiment délicieux. Mais n'abusez pas, ce n'est pas insignifiant pour le foie. Voilà, 68 degrés. Alors, la consoude aussi ne se reproduit pas par graines, mais un petit peu par graines, mais beaucoup par la racine. Donc comme ça, José, tu as raison, ça se reproduit beaucoup par les racines, mais quand même un petit peu par la graine, parce que j'en ai un peu partout dans le jardin et ça se ressème quand même assez facilement. Mais il y a beaucoup d'abeilles ici aussi au jardin. Donc, les feuilles sont alternes. Les feuilles sont alternes, donc elles poussent sur la tige, elles ne sont pas au même endroit opposé, elles sont une feuille, une autre, voilà, c'est alterne. Alors, la consoude présente des touffes, oui, ce sont des touffes en hiver, mais alors, ce qui est vraiment caractéristique de la consoude, c'est la forme de l'inflorescence. Donc, toutes les Borraginacées ont ça, c'est vraiment typique quand on voit une de ces plantes. On voit la famille directement grâce à la cime Scorpoides. Donc, je vous insulte pas, hein, c'est de la botanique. Hein. Donc, c'est une fleur qui est un peu comme une canne et qui se déroule. Donc, les crosses de fougère, c'est un petit peu la même chose, ça se déroule. Donc, c'est enroulé et ça se déroule pour se redresser. C'est jamais tout à fait droit. Donc, ça s'appelle une cyme Scorpoides. Voilà, c'est vraiment très caractéristique de cette famille-là des Borraginacées. Scorpoïdes, voilà. Et alors, les fleurs sont des fleurs tubulées. Donc, ce sont des petits tubes. Voilà. Voilà. Quelle température j'ai? 75. Voilà. Et ça commence à bouillir. Donc, ici, je vais arrêter. Donc, on va reprendre cette partie-là théorique tout de suite. On va continuer les racines. Donc, maintenant, il vous faut... comme ustensile, il y a trois possibilités. Vous prenez une passoire avec un truc pour... Moi, j'appelle ça un stump.
Sorry, mais je viens de Bruxelles. Moi, j'appelle ça un stum. Je ne sais pas si vous avez une autre utilisation de ça. Vous pouvez prendre ça. Vous pouvez aussi prendre une étamine. Donc, c'est ce qu'on utilise pour transformer une confiture en gelée. Donc, vous pouvez prendre une étamine pour bien les presser. Ou alors, si vous brassez de la bière, ça c'est le truc qui tue, vous prenez une chaussette doublonnage. C'est une étamine qui est cousue comme chaussette. C'est vraiment fabuleux. On met ça dedans et puis on écrase. Donc, c'est une étamine en chaussette. Voilà. Donc, ici, moi, je suis arrivé à 94. Je suis arrivé à température. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça c'est le d'hier, oui. Ça c'est là. Ceci, c'est les racines que j'ai préparées hier pour vous. Donc, qui ont cuit hier pendant quelques minutes et qui ont macéré toute la nuit. Et voilà, donc on va les mettre dans l'étamine. Voilà, donc on a pris, je vais devoir prendre une autre casserole parce qu'il y en a un petit peu qui ont collé. Voilà, donc on a pris les racines de consonde, on les a coupées en fines tranches, en lanières à l'économe. Et on les a chauffées jusqu'à frémissement. Donc on peut dire 98 degrés ou quand ça frémit, quand vous avez les premières bulles. On arrête le chauffage et on laisse reposer toute la nuit. Voilà. Donc ici, hop là, le sel. Alors, on va prendre une autre casserole. Voilà, j'ai pris une autre casserole. Je l'ai directement mis sur la balance. Voilà. Je l'ai mis sur la balance. Comme ça, on peut peser ce qu'il y a ici. Voilà. Il y a 500 grammes. Donc, on va continuer ici à presser toutes les racines. On va presser pour exprimer toute l'huile qui reste dedans. Donc, on presse tout ça, on presse, on presse, on presse, on presse. Voilà. C'est ici que l'on peut utiliser la chaussette à houblonnage. Donc, vous remplissez la chaussette et puis vous le tordez. Vous pouvez le faire avec le voile, avec l'étamine. L'étamine, ça se trouve dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces à la période des confitures. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement courant. Voilà. Donc, vous pouvez, et là, pas sortir ton masque. Donc, ici, on écrase, on écrase, on écrase. Et on récupère tout le jus. Alors, vous pesez le jus. C'est très important. Vous pesez le jus. Donc ici, voilà, vaisselle, comme dirait Michel. Ici, j'ai pesé 500 grammes de jus. Voilà, 500 grammes de jus. Alors, quand on a pris 500 grammes de jus, on prend de la cire d'abeille. De la cire d'abeille. Bon, ce sont des blocs de cire. Mon économe est parti. Donc on prend des blocs de cire. Voilà. On prend des petits blocs de cire. Voilà, c'est de la cire d'abeille. Et avec l'économe ou l'éplucheur, si vous préférez un éplucheur, c'est la même chose. Vous faites des petites languettes.
Voilà. Il y a d'autres façons aussi de le faire, mais voilà. Donc, les petites languettes, c'est facile. À l'économe ou à l'éplucheur, ça va très bien. Et vous avez des petits morceaux de cire. Pourquoi des petits morceaux de cire? Parce que si vous mettez un gros bloc de cire, vous devrez chauffer longtemps la préparation. L'avantage ici, c'est que la masse thermique est toute petite et ça va directement fondre. Alors, voilà, vous avez fait votre cire. Donc, vous avez pesé ici un poids. Moi, j'ai mis 500 grammes. On rajoute 10% de cire d'abeille. Voilà. Donc, moi, je mets les 10% de cire d'abeille dedans. Encore un petit peu au fond, donc un petit peu qui ne va pas sortir, donc on va rajouter un petit peu ici. Voilà. 10%, 12% de cire d'abeille. Alors, on va la remettre chauffer jusqu'à ce que on arrive à 65 degrés. C'est la température d'ébullition de la cire. Donc, je remets sur la cuisinière. Et voilà. Je remets sur la cuisinière. La préparation que l'on a faite, il y a tout de suite, elle commence à bouillir. Donc, je ferme la casserole à frémir, sorry. Je mets la casserole à froid et on va attendre donc que cette casserole, on va laisser infuser jusque demain. Voilà, je vais touiller dans ma casserole pour mélanger ma cire ici. Voilà, ça va vite fondre. La cire fond à 65 degrés. Donc, prenez de la cire d'abeille. Ça ne sert à rien d'aller acheter de la cire bio chez n'importe qui parce que la cire bio, pour moi, ça n'existe pas. Vous allez chez un apiculteur et vous demandez de la cire d'opercule. C'est très important parce que la cire d'opercule est une cire qui a été faite par l'abeille au moment où les abeilles vont operculer le miel. Donc c'est une cire qui est toute fraîche, que les apiculteurs, quand ils extraient le miel, eh bien, on coupe, on enlève l'opercule qui ferme la cellule de miel et on a une cire qui est toute propre, qui a été créée par les abeilles au moment où on a récolté. Donc c'est vraiment une cire propre. Ce n'est pas une cire qui a contenu 3-4 ans les abeilles, qui sont toutes sales, toutes noires, où les abeilles ont été sous des plantes pleines de pesticides et tout ça. La cire d'opercule, c'est tout propre. Vous allez chez un apiculteur, vous demandez un petit peu de cire d'opercule et il vous vendra de la cire d'opercule. Voilà. C'est la seule qu'on peut utiliser dans tout ce qui est alimentaire ou cosmétique. Les vieilles cires qui sont toutes vertes, une bonne cire qui n'a pas chauffé, c'est une cire jaune. Si vous avez une cire verte, c'est une vieille cire de cadre que l'on recycle parce qu'on doit quand même, on laisse un cadre 3 ans dans la ruche et les cadres ils sont tout noirs quand ils sortent de là. On fait fondre ces cires-là et avec ça on fait des bougies, mais on n'utilise pas ça en cosmétique. Alors, je vais voir si ça a fondu. Là, il y a déjà une grande partie qui a fondu. Alors, ce qu'on va avoir, c'est ça. Donc, on va avoir un petit pot tout rempli comme ça et étiqueté. Donc, c'est là-dedans qu'on utilise le baume. Alors, si vous choisissez un pot, essayez de choisir un pot qui est parallèle, qui a une grande ouverture qui est parallèle, où on sait facilement mettre son doigt.
parce qu'il y a des très jolis pots qui sont évasés, mais pour aller récupérer, pour laver le pot, c'est très difficile. Et pour récupérer le baume qui est là en dessous, c'est impossible. Donc, un pot de préférence avec les pots les plus droits possibles. Ici, ce sont des pots qui font 41 millilitres. Ça se trouve très facilement. Vous allez au vin du Gorly à Namur. Vous allez chez Martine Demey à Timistère. Vous allez chez VD Pack un peu en dessous de Liège. Vous allez dans n'importe quel magasin qui fait des accessoires pour faire du beurre. Vous allez au stock à Ciney, je crois qu'il y en a. Voilà, c'est vraiment... Et si vous ne voulez pas vous déplacer, vous allez sur Bruland. Bruland, c'est un site néerlandophone qui vend un tas d'accessoires et ce sont des pots de 41 millilitres. Quand vous recevez les pots, vous les lavez parce que les pots, quand ils sont neufs, ils ont encore des traces d'agents de mouillage de la fabrication. Donc un pot qui est tout nouveau n'est pas un pot qu'on peut utiliser directement. On le lave avant d'utiliser. Bon, je vais voir si ma préparation ici, ben, tout a fondu. Voilà, tout a fondu. Alors, on va mettre dans les petits pots. Donc, on va enlever tout ça. L'huile essentielle, c'est après. Voilà, on va faire un peu de place. Voilà. Alors, on va transvaser. On va d'abord mettre quelques gouttes. Dans la préparation. Donc ici, on a une huile essentielle de lavande. Voilà, et les questions, voilà, une huile essentielle de lavande. On met quelques gouttes, combien de gouttes, chef? Une goutte par pot. Une goutte par pot. On a 20, on a 400 millilitres, ça fait 10 fois qu'on a 15 pots. Donc, une goutte par pot, on mélange, on met dans un petit flacon, parce que je n'ai pas d'entonnoir adapté à ça. Voilà, alors, on remplit les pots. Les pots, je répète, ont été lavés. Ce sont des pots twist-off. Twist-off, c'est la fermeture. C'est des fermetures TO38, twist-off 38. Les pots, c'est 41 millilitres. Ça s'achète au vin du Gorly. Ça s'achète chez Bruland par Internet. Ça s'achète chez Martine Demey à Timistère Clermont. Ça s'achète... VD Pack à Serein. Si vous voulez le moins cher, VD Pack à Serein, mais vous achetez un plateau de 100 et ça coûte, je crois, 40 centimes le pot, donc vous avez 30 € pour 100 pots, grosso modo. Voilà. Alors, ici, vous allez, on va laisser les pots ouverts toute la nuit. Et vous allez voir, la cire se rétracte. Donc, demain matin, quand les pots seront refroidis, vous allez voir, peut-être encore ce soir, vous allez voir, ça va devenir opaque. Et il va y avoir un petit cône à l'intérieur, ça va se racrapoter, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Alors, n'oubliez pas, quand vous faites quelque chose,
directement après étiqueter, toujours étiqueter, toujours étiqueter. Alors ici, ben, vous prenez n'importe quel software, soit Publisher sur Windows, dans la suite Windows, soit Glabel sur la suite Linux. Vous faites des petites étiquettes, c'est facile comme tout, c'est facile à faire, ça ne coûte rien du tout. Vous collez ça avec un petit peu de lait et vous avez un produit qui est fini, qui est fiable parce que vous avez mis un numéro de lot sur votre, ou une année ou un numéro de lot. Donc c'est tout à fait fiable, c'est traçable. Et vous pouvez tenir un petit carnet avec l'endroit où vous avez récolté la consoude, si ce n'est pas dans votre jardin. Et je suis quand même un chef. Hein. Je suis quand même un chef. Voilà. Il reste un quart de pot. Voilà. Donc, on va laisser sécher, laisser refroidir ça. Et alors, vous allez voir comme, je ne sais pas si vous voyez, il y a un trou dedans. Ça se dilate, ça se concentre. Donc, et on va fermer les pots demain pour éviter la condensation. Parce que si on ferme les pots aujourd'hui, eh bien, il y aura des petites bulles d'air qui vont se faire et c'est mieux de le fermer demain. Oui, de la vapeur. Voilà, donc, on peut aussi ajouter dedans de la vitamine E. Si on utilise une autre huile que l'huile d'olive, on peut utiliser de la vitamine E. Beaucoup de personnes le font. Nous, on ne l'a pas encore fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des années qu'on fait notre baume de consoude parce que moi, je me blesse, je me fais souvent mal et ma chère et tendre me soigne avec ça et ça va très bien. Donc, on n'a jamais mis de vitamine E, mais ça peut se faire. Certaines personnes le font. Ça se fait dans d'autres baumes, comme les baumes de plantain. Je crois on met de la vitamine E. Enfin, ça dépend surtout de ces fonctions de l'huile. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je vais vous continuer un petit peu ici avec la partie théorie, mais je vais enlever ça pour ne pas postillonner dedans. Attendez. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements pour trouver des bocaux ou de la cire d'abeille ou des racines de consoude, les racines de consoude, moi je les offre. Si vous venez en chercher chez moi, il y a déjà une dame qui est venue après-midi chercher de la racine de consoude. Je les offre. Donc vous venez ici, tant que j'en ai, je vous les offre avec grand plaisir. Voilà. Alors on va... Donc la partie qui est utilisée, ben, vous venez de voir, c'est la racine, parce que c'est la racine qui concentre le plus de propriétés et c'est maintenant en hiver. Est-ce possible d'utiliser autre chose que de la cire d'abeille? Moi, je ne sais pas. Je suis apiculteur, donc la question ici ne se pose pas, comme je suis apiculteur. Voilà. Alors, les propriétés en usage externe, c'est astringent, cicatrisant, anti-inflammatoire, émollient, adoucissant, donc ça c'est avec le mucilage. C'est indiqué contre les contusions, les entorses, les fractures, les plaies, les escarres, mais tout ce qui est plaie, il faut que ce soit propre, cicatrisé de préférence, parce que sinon vous allez... il faut le désinfecter, parce que sinon vous allez enfermer l'infection dans la plaie. Voilà. La même chose, si vous mettez ça sur quelque chose qui est cassé, eh bien,
si l'os n'est pas remis convenablement, eh bien, vous allez avoir ressoudé un os qui esquive, comme on dit chez moi à Bruxelles. Hein. Donc, il faut d'abord que, en cas d'une fracture, ce soit consolidé, comme je crois qu'ils disent les médecins. Voilà, parce que sinon, la consoude, c'est super efficace. Alors, les contre-indications. Les enfants, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, les personnes qui souffrent de maladies hépatiques à cause de sa concentration en pyrrolizidinine. Donc, c'est une substance qui est toxique pour le froid. C'est pour ça que l'on déconseille d'en manger trop. Voilà. C'est quelque chose qui est controversé, hein, de manger de la consoude. Moi, j'en ai mangé pendant des années, 2 ou 3 fois par an, mais maintenant, je ne le fais plus. Je n'en prends plus, ou vraiment occasionnellement, mais voilà. Donc, attention à ne pas abuser en externe. Il est recommandé de ne pas excéder une utilisation de 2 à 4 traitements par jour et pas plus de 6 semaines par an cumulées. Ces contre-indications lui valent d'être répertoriées dans la liste des plantes interdites de l'arrêté royal du 29 août 1997 concernant la fabrication, le commerce des denrées alimentaires contenant des plantes ou des préparations de plantes. Bon, la consoude, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est une plante extraordinaire, c'est très puissant et quand on soigne avec la consoude, c'est très efficace. Donc, il ne faut pas en abuser. Les plantes sont puissantes, elles ont des principes extrêmement actifs. Alors, voilà, mais donc, le baume de consoude, eh bien, je vous répète la recette en vitesse. Donc, vous récoltez les racines en janvier, décembre, janvier, février, avant que les feuilles ne repoussent. Vous lavez les racines, vous les râpez, vous les mettez dans de l'huile, vous couvrez dans de l'huile, vous faites frémir quelques instants, vous fermez la casserole, vous laissez reposer une nuit à maximum 24 heures, vous refaites frémir, vous filtrez, vous exprimez bien tout le jus avec une presse, un stump ou une étamine ou une chaussette de houblonnage pour vraiment tout récupérer. Vous pesez, vous ajoutez 10 à 12% de cire d'abeille râpée, parce qu'alors vous ne devrez pas chauffer trop longtemps votre huile. Une fois que c'est fait, vous mettez une goutte d'huile essentielle, c'est pas indispensable, mais ça sent bon. Vous mettez une goutte d'huile essentielle par pot. Ici, ce sont des pots de 41 ml, donc 2 gouttes par 100 ml à peu près, comme ça vous avez un dosage. Vous mettez dans votre pot, vous laissez refroidir une nuit, vous fermez et vous étiquetez. Voilà. Je crois que ça s'arrête ici. Je crois que j'ai tout dit sur la préparation du baume de consoude. Les prochains ateliers, les prochains lives vont concerner le vinaigre de cidre, comment on fabrique un vinaigre de cidre, ce qu'on peut faire. Ce sera sans doute mardi prochain. Et le mardi d'après, la principale utilisation du vinaigre, c'est la moutarde et je vais vous parler de mes moutardes. Donc, si vous voulez, procurez-vous 200 g de graines de moutarde jaune chez Biocap, des graines germées, et 8 Barbara, 400 g de consoude pour 800 ml d'huile, 400 g de consoude râpée. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, si vous voulez 200 g, un petit ravier de graines germées, de graines à germer, de moutarde blanche, et blanche ou jaune, c'est plus léger, et on fera et du jus de pomme, si vous avez du jus de pomme, ça va très bien. Et alors, on fera... ah non, ça c'est pour la semaine d'après. Donc, la semaine prochaine, du vinaigre. Et dans 15 jours, de la moutarde. Et dans 15 jours, on aura besoin de jus de pomme et de graines germées, de graines de moutarde à germer. Voilà. Merci bien pour votre attention et au plaisir de vous revoir. Si vous avez des conseils sur ma façon de présenter, c'est le bienvenu.
vous êtes les bienvenus pour nous donner vos commentaires sur ces lives. Voilà, bonne soirée et à bientôt.